Bien, donc mon intervention présente, elle est intitulée donc la controverse historiographique de 14-18 et l'implication, le rôle évidemment tenu par Rémi Casal dans le cadre de cette controverse. Alors évidemment, ça va m'amener à parler de son implication, puisqu'il en a été il a fait partie de l'origine de la controverse, sans dire que c'était sa faute. Hein. Il ne s'agit pas de juger ou d'éluder quoi que ce soit, mais il en est directement à l'origine, comme je le prouverai avec une archive, réelle archive que j'ai eu la chance de retrouver en préparant cette communication. Évidemment, ça m'amènera à évoquer un petit peu le fond aussi de cette controverse, pour savoir bien quand même de quoi on parle. Et je pense que Rémi ne me reprochera pas d'apporter ma part de témoignage, puisque j'ai moi-même été partie prenante, à un plus modeste niveau, mais partie prenante assez directement de cette controverse aussi. Donc je vais essayer de mêler tous ces aspects. Et pour planter le décor d'entrée, j'ai le choix entre pas mal de documents ou de supports. J'en ai choisi un qui est significatif et accessible. C'est un document de 2006 qui est affiché derrière moi. Alors pas sous sa forme 2006, hein, sous sa forme numérique d'aujourd'hui. C'est un article de Jean Birnbaum, un journaliste bien connu du Monde et notamment du supplément livre du Monde, qui, le 10 mars 2006, publie un gros article de fond qui s'intitule, donc 2006, il y a 20 ans, 1914-1918, guerre de tranchées entre historiens. Ce qui permet tout de suite de situer que quand on parle de controverse, on parle d'un objet réel et pas fantasmé. Il y a bel et bien eu une forte opposition historiographique entre les historiens de la Première Guerre mondiale. Alors, en 2006, elle était active. Le document qui est derrière moi le prouve, elle ne date pas de 2006, elle date d'un petit peu avant. Alors, si on se penche un peu sur cet article, c'est intéressant parce qu'on revient 20 ans en arrière et on découvre la situation telle qu'elle était à l'époque. La controverse aujourd'hui, elle n'est plus du tout dans la même forme et dans le même état qu'à cette époque-là, mais en 2006, qu'est-ce qu'on pouvait dire dans le monde à ce sujet-là? Il nous dit, Jean Birnbaum, 10 mars 2006, deux camps s'affrontent avec une rare violence sur le vécu des poilus. Ont-ils, entre guillemets, consenti au sacrifice ou y étaient-ils contraints de multiples façons? On a tout de suite la polarisation un petit peu binaire qui est au départ de la controverse, qui après va se ramifier de façon bien plus complexe et étoffée. Il continue, parmi les historiens français, la guerre de 1914-18 n'en finit pas de recommencer. 90 ans après la bataille de Verdun, ce domaine d'étude ressemble à un véritable champ de bataille. Alors vous allez voir, il file la métaphore de façon assez répétitive. Sans cesse sur le qui-vive, les deux troupes s'y font face, défendant pied à pied leur position, bien décidées à conquérir d'un seul élan les places fortes de l'université comme les larges espaces de l'opinion. On a tout de suite posé là des éléments qui sont intéressants en termes d'épistémologie des querelles scientifiques en général, j'y reviendrai en conclusion, des enjeux qui sont historiographiques, mais qui sont aussi académiques, qui sont aussi des enjeux de pouvoir, des enjeux personnels aussi des fois. Il continue pas plus que les autres, cette guerre-là ne se mène avec des camps blancs. Colloques fortifiés, embuscades éditoriales, assassinats académiques et comptes rendus ciblés, grosse artillerie médiatique et petits sabotages collatéraux. Et on a survécu, mais voilà. Hein, bon. Voilà, ça me donne l'occasion de faire un ancien combattant, ce qui est pour quelques minutes intéressant. Il poursuit depuis la mémorable controverse sur la Révolution française qui opposa les partisans d'Albert Soboul et ceux de François Furet. Dans les années 70-80, le monde savant n'avait guère connu pareille ruée. Gare aux traîtres, malheur aux tiers. Et là, il a une citation d'époque d'Antoine Pro, où Antoine Pro dit c'est consternant. Aujourd'hui, un étudiant qui veut travailler sur la Grande Guerre doit d'abord choisir son camp. S'il veut rester neutre, il n'a plus de patron de thèse possible. Connu, cette affirmation est quand même à nuancer, mais
voilà un petit peu le décor posé. Il y a certaines choses discutables là-dedans, mais il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est que la controverse, l'affrontement, il a été une réalité, ça a été vif, brutal des fois, des espaces de dialogue réduits, on va le dire toujours de façon très euphémisante, qui ont pu exister cependant au fur et à mesure en fait, que le temps passait et qui, la controverse, je spoil un peu la fin, je pense, là aussi on pourra me contredire, parce que j'accepte la contradiction. Voilà. Je pense que la période du centenaire a largement permis d'apaiser en tout cas certains enjeux. Mais, alors donc je vais apporter ici un éclairage sur le rôle-clé joué par Rémi Casal dans cette controverse. Donc j'ai précisé que moi-même, c'est toujours bien de préciser d'où on parle, que j'en ai été, aggloméré en quelque sorte par une pièce rapportée en quelque sorte, et que j'étais clairement identifié, parce que c'est ça qui était important, comme disciple de Rémi Casal, ce qui ouvrait certaines portes, enfermait d'autres, voilà, on était catalogué, étiqueté, c'est le principe de la controverse, et c'était très, très strict. Donc moi, je vais y revenir tout à l'heure, il se trouve que j'ai assisté à ce qu'on pourrait appeler le clash initial, il en faut un pour une bonne controverse, qui était celui du colloque de Montpellier en novembre 1998. 80 ans d'historiographie de la Grande Guerre, ça c'était à l'époque, hein, donc ça ne nous rajeunit pas, puisqu'aujourd'hui on va vers les 110 ans d'historiographie, voilà. J'ai ensuite participé au début de l'aventure du CRID, à l'ouvrage de Nicolas Offenstadt sur le chemin des dames et tout ce qu'on a pu déjà voir sur le CRID. C'est là la partie où j'apporte mon témoignage direct, j'ai aussi échoué à obtenir une bourse de l'historial de Pérol en 2002, puisque ça m'avait été proposé. J'en avais parlé à Rémi, il me propose une bourse d'études, je commençais mon doctorat, voilà. Donc Rémi ne m'a pas du tout interdit de candidater, prenez vos responsabilités, envoyez un dossier de candidature. Donc j'ai fait un dossier de candidature que j'ai pas, il est vrai, cherché spécialement à adapter, à traduire en politique péroniste, non, c'est peut-être péronienne, disons. Et j'ai pas été retenu. On a jugé dans le jury que mon dossier manquait de maturité. Et voilà, donc c'est peut-être possible, hein, parce que manquer de maturité, c'est un reproche qu'on m'a fait d'autres fois, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais cela, je l'ai fait en toute transparence avec Rémi. Et si on est dans une idée de controverse brutale, etc., d'ostracisme, de choses comme ça, je tiens à préciser vraiment que Rémi n'a pas dit ah non, c'est hors de question que vous envoyez quoi que ce soit. Voilà. Et quand même, à Perron, ils ont invité les étudiants toulousains pour un colloque, pas à participer, mais juste à assister en 2002, je crois que c'était suite à l'explosion d'AZF, pour faire un geste, voilà. Il a interdit personne d'y aller, etc. Parce que dans la controverse, les gens du CRID ont parfois pu être présentés comme fermés, etc. Je crois que ce n'était pas la réalité. Voilà. Donc, dans cette affaire, pour vous parler de la controverse et du rôle de Rémi dedans, je vais peut-être un certain parti pris, mais quand on est au clair avec ces partis pris, on a déjà réglé quand même une partie du problème. Voilà. Que cette controverse ait été chargée d'autres enjeux que la progression de la connaissance historique, ça c'est certain, mais toute controverse scientifique est également porte également ce type d'enjeu. La controverse, pour démarrer, elle avait besoin d'un point de rencontre. Alors le point de rencontre physique, comme je le disais, ça a été, je crois, hein, il me semble bien, le colloque de Montpellier 3, Paul Valéry, en 1998. Et il se trouve que j'ai retrouvé. Attendez, je vais voir. Attendez, voilà, c'est ça. Cette
très belle archive, une polycopie de l'époque qui est faxée et qui est le programme qu'on pouvait trouver pendant le colloque lui-même. Peut-être si vous voulez, si vous voulez le voir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on y trouve quelque chose d'assez rare dans l'historiographie. C'est le nom de Rémy, très proche de celui de Stéphane Audouin-Rousseau. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne s'est pas reproduit. Voilà, si vous voulez le voir, c'est le document d'époque véritable. Donc, voilà. Le point de rencontre physique, ça a été là, mais le véritable point de rencontre, il est sur un questionnement, parce que l'histoire, c'est des sources, des archives, des sources dont on fait des documents avec une problématique. C'est-à-dire qu'une source, tant qu'on n'a pas de questions à y poser, ça reste un vieux bout de papier, et ça ne devient autre chose qu'une archive, c'est-à-dire un document historique, qu'à partir du moment où on arrive avec une question à lui poser, une problématique, un questionnement historique. Donc, il nous faut une question, et cette question, elle est déjà donnée dans l'article du Monde, et c'est comment, dans l'enfer sur Terre qu'a été la guerre des tranchées, comment les combattants ont-ils tenu. Donc, à cette question, les gens apportent des réponses. Jusque-là, rien d'extraordinaire. La polarisation, elle va se faire à partir du travail de Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, qui va être vraiment posé dans le livre dont il a déjà été question, Retrouver la guerre, qui date de 2000, chez Dumas. Donc, ce livre-là, dans lequel 14-18, Retrouver la guerre. Et tout est là-dedans, je crois, en fait, dans le retrouver, puisque ce livre aurait pu, en fait, ne pas déclencher de controverse plus que ça, puisque le propos de ce livre, c'est de dire la Grande Guerre a été menée par des gens qui étaient profondément animés par un esprit patriotique, qui confinait à un esprit de croisade, et même dans les conditions les plus horribles qui sont celles de la guerre des tranchées, sachant que la guerre de mouvement n'est pas non plus spécialement dénuée d'inhumanité et de violence, mais ce qui est emblématique, c'est la guerre des tranchées. Le rôle du patriotisme qui confine à l'esprit de croisade joue le rôle essentiel, et ça, disent ces historiens, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu au cours du XXe siècle parce que ça a été recouvert par le pacifisme de l'après-guerre. C'est-à-dire que les représentations réelles, selon ces historiens, des soldats, elles ont été perdues, parfois et souvent même niées par les soldats eux-mêmes après coup, et une stratification progressive du masque de la vérité de ce qu'ont pensé les soldats à l'époque où ils étaient des soldats, ça s'est perdu, et ça se retrouve dans, disent-ils, pour aller très vite, des BD de Tardy au film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, etc. Tout a contribué à installer une vision victimaire de soldats livrés en chair à canon à l'ennemi, et avec ça, on a perdu la guerre. Et oui, car si on doit retrouver la guerre, c'est bien qu'elle a été perdue. Quand on doit retrouver quelque chose, c'est qu'on a perdu en principe. Réévaluer la place des valeurs patriotiques chez les Européens du début du XXe siècle, un patriotisme plus fort et différent que les formes qui peuvent exister encore aujourd'hui, ça c'est un questionnement légitime, une approche tout à fait, disons, valide et même pertinente. Là d'où est venue la controverse, c'est la fermeture sur une explication en quelque sorte monocausale. Si vous voulez comprendre quelque chose aux combattants de 14-18, ils étaient patriotes, ils étaient animés d'un sentiment confinant et d'un sentiment de croisade, et voilà, le reste importe peu en quelque sorte. C'est la fermeture en fait, c'est le verrouillage qui est opéré dans cet ouvrage-là, je crois,
qui déclenche vraiment la controverse. Et comme ça a déjà été dit ce matin, écarte va contribuer, à partir du moment où on a verrouillé, on écarte tout ce qui ne rentre pas dans le schéma. Et c'est ce qui a été dit aussi bien par Alexandre que par André, qui pose un vrai problème du coup de méthode historique. Du coup, par exemple, dans ce cadre-là, les carnets de Louis Barthas, ça ne rentre pas dans le consentement patriotique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écarte les carnets de Louis Barthas en disant qu'ils portent au paroxysme la déformation du souvenir. C'est ça la formule qu'avait employée Audouin Rousseau, mais c'était même avant qu'on trouvait la guerre. Alors, Barthas, paroxysme de la déformation du souvenir, ce serait bien mal connaître Rémi Casal que de penser qu'il allait laisser passer ça comme ça. Et de fait, il a eu beau, il me semble, expliquer que ces carnets, c'était ceux qui avaient été faits après-guerre, c'était avant tout une mise au propre, dans un souci aussi personnel et patrimonial, on en a déjà parlé, dans un milieu social donc écarté des possibilités de publication, etc. Qu'il avait, on commence à bien avoir cerné la chose, beaucoup d'autres témoignages de milieux populaires qui étaient beaucoup plus concordants avec ce que disait Barthas qu'avec ce que les conclusions que tiraient les historiens Audouin Rousseau et Becker, et que donc il y avait bien la place pour d'autres explications. Sans à aucun moment dire le patriotisme n'a joué aucun rôle. C'est-à-dire que pour moi, si la controverse a été aussi polarisée et binaire, ça venait plus du côté Perron que du côté Krauss. Mais bon, j'ai dit, je suis le parti pris. C'est tout à fait discutable. Mais il me semble quand même vraiment. Sauf qu'au début, ça s'est cristallisé comme ça. C'est-à-dire, eux, ils disent consentement. On va commencer par leur répondre que pour consentir, il faut avoir le choix. La notion de consentement dans notre société aujourd'hui, elle a plein d'autres aspects, un sens qui est beaucoup plus répandu et enfin, c'est beaucoup plus prégnant aujourd'hui. Pour consentir, il faut avoir le choix. Pour consentir, il faut pouvoir rétracter son consentement. Il faut pouvoir dire oui, il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir changer d'avis. Est-ce que tout ça est valable pour les soldats dans les tranchées? La question, c'est d'y répondre. Non, mon capitaine, cette attaque-là, je ne la sens pas, je ne consens pas à la faire, vous voyez. Je vais plutôt rentrer derrière et écrire des lettres à ma femme. Je vais faire ça, voilà, faites ce que vous voulez. Évidemment, caricature, mais c'est comme ça que ça s'est polarisé, consentement contre contrainte. Parce que c'était la première chose à rappeler. Après, on a construit plein d'autres choses que l'explication par la contrainte. Mais, au départ, ça a donc été très très violent. Et moi, en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Rémi d'avoir tenu le choc dès le début, parce qu'au début, il était pas du tout en position dominante et il n'y avait pas beaucoup de monde derrière lui. Moi, donc, j'étais là à Montpellier. Quand vous avez vu, hein, le papier circule, les interventions se suivaient d'assez près entre lui et Stéphane Rousseau. Et on assistait à la défense d'un précaré académique par ses tenants dominants. Mais c'était physique. C'est-à-dire, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y avait Jean-Jacques Becker qui avait gourmandé avec un petit peu de condescendance. C'était Frédéric Rousseau, qui était aide de camp à l'époque, qui avait proposé de décaler le regard chronologique sur la Grande Guerre en disant elle a peut-être commencé avant avec les guerres balkaniques, elle se poursuit peut-être après avec la guerre civile, l'URSS, etc. Je vais très vite. Mais ce genre de regard en décalage avec des chronologies habituelles, de décentrage, etc., c'est des choses qui, depuis, ne semblent pas être des anomalies ou des absurdités. Rémi, lui, on parle des témoignages populaires, de classe sociale, etc. Il y avait vraiment quelque chose comme ça, puisque avec les réactions, les questions, etc., il a interpellé Audouin Rousseau après son intervention, voilà, en critiquant évidemment. Et Stéphane Audouin Rousseau, qui était installé un peu comme moi, là, un pupitre, lui a dit Monsieur Casal, retournez à l'histoire industrielle. Avec ce geste-là, comme ça, un geste de grand seigneur qui parcourt son domaine, vous voyez.
Et lui, il avait du monde derrière. Il y avait Paris 10, il y avait des gens de l'EHESS, il y avait etc. Bon, Rémi était un peu tout seul, quoi. Et on a parlé de sa ténacité, de son obstination, c'est vrai pour les témoignages, c'est vrai pour les archives, mais c'est vrai comme historien et comme homme, quoi, tout simplement, il faut tenir ça, savoir que vous avez en face des gens qui vous disent notre précaré académique, là, ne mettez pas les clés. C'est dommage, il ne peut pas être là ce matin, mais je pense qu'il ne me contredirait pas. Et en arrivant, il est arrivé à peu près la même chose par compte-rendu interposé, très peu de temps après, à Nicolas Offenstadt, quand il a osé faire un livre sur les fusillés de la Grande Guerre. Médiéviste au départ, Nicolas Offenstadt. Et c'est Jean-Jacques Becker dans Guerre mondiale et conflits contemporains, je crois bien, qui explique que bon, son livre, voilà, bon, que bon, les fusillés, c'est pas un vrai sujet, ça. C'est pas l'essentiel dans la guerre. Et dans le compte-rendu, il écrit le problème majeur que pose cet ouvrage, c'est qu'on ne s'improvise pas historien de la Grande Guerre. Voilà, monsieur Offenstadt est médiéviste, bon, voilà, le précaré, c'est pour nous. Alors je disais tout à l'heure que Rémi ne laisse pas forcément passer facilement des choses. Nicolas serait là, c'est pas non plus le genre de choses qu'il laisse facilement passer, et ben, ils l'ont tenu en colère, je crois, avec ça. Ça a eu des conséquences. Mais bon, c'est pas notre débat, on est là pour parler de Rémi. À partir de là, ben, il fallait se structurer. Comme dans tout, quand on lit des travaux de sciences sociales sur les grandes. La structure, en fait, des querelles scientifiques, les travaux de Kuhn, de Latour, de Bourdieu aussi, il y a certains invariants qui peuvent être repérés, et à un moment donné, le point d'achoppement, la ligne de partage des eaux, il y a ceux qui vont penser telle chose, ceux qui vont penser telle chose, et entre les deux, un fossé plus ou moins incommensurable. À partir de là, deux camps sont en place, et quand deux camps sont en place, qu'est-ce que font chacun des camps? Ils fourbissent leurs armes, et donc ils se structurent. Alors au départ, l'école, disons, le camp Péronne est plus structuré, plus puissant, et clairement archi-dominant, que ce soit au point de vue institutionnel, académique, éditorial, etc. etc. Mais, vu qu'ils ont eu le tort de fâcher beaucoup de monde, en fait, ça faisait beaucoup de monde qui n'avait pas du tout envie de travailler avec eux. Donc, de gens qui pouvaient se trouver un point commun. Ben, on ne veut pas travailler avec eux, et on veut travailler sur 14-18, si on faisait un truc ensemble. Péronne s'est déjà pris. Craon, ça a l'air pas mal. Et là, les choses ont commencé à se regrouper autour de Craon, avec le rôle irremplaçable de Noël Victor, évidemment, hein, le maire de Craon à l'époque, et mémoire vivante du chemin des dames, etc., etc., qui prenait un malin plaisir à amener des historiens avec des petits baskets de ville, gambader sur le chemin des dames, les labours, etc. Il m'a dit à moi une fois, il m'a dit, tiens, toi, là, je vois que tu as mis tes petits baskets, tu sais quoi, on va aller faire un kilomètre dans la boue, et voilà. Quand tu viens au chemin des dames, il faut des bonnes chaussures. Et bref. On était, comme ça a déjà été dit, le terrain, les archives, et regroupé avec l'idée de ne pas travailler comme Péronne, de travailler de façon beaucoup plus ouverte. Donc là, la formation du CRIF 14-18 va se faire autour des premières publications, etc. Et le premier noyau, qui est celui du livre dirigé par Nicolas Offenstadt sur le chemin des dames. Voilà. Et du coup, on va petit à petit structurer, nous aussi, des réseaux, nous aussi, des positions, nous aussi, des entrées éditoriales, etc., etc. Et à partir de là, les choses vont se... attendez, voilà, ça c'est le livre en question. Par contre, ce que je voulais, c'était les témoins, voilà. Voilà, c'est ça, les témoins. Donc, et avec des gros ouvrages, donc comme celui-là qui a déjà été donné. Et quand j'ai voulu faire la capture d'écran, ça m'a fait rire parce qu'en bas, il y a les protections des données, etc. C'est sur le site des éditions Midi-Pyrénées. Et là, pour
aller commander ce livre, on nous demande si on veut, on a consenti à des cookies. Mais ici, on peut révoquer son consentement. Voilà, c'est d'un simple clic. Voilà. Du coup, bon, celle-là, j'ai pensé que, voilà, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais c'est voilà. Ah, j'ai oublié de dire ça aussi. Au colloque de 1998, je m'étais déjà procuré la thèse publiée de Jean-Jacques Becker, 1914, et j'étais allé avec pour la faire dédicacer, ce qu'il a fait. Voilà. Alors j'ai commencé à travailler sur une maîtrise, sur l'union sacrée en Aveyron, etc. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Oui, oui, avec Rémi Casal à Toulouse. Ouais. Et il m'a pris mon papermet, là, mon crayon, et voilà, j'en ai rendu, en fait. Il est là, il est bien, il est parti. Ça manque d'élégance, mais j'ai trouvé ça un professeur d'université installé qui pique son stylo. Ouais, voilà, et terminé. Moi, j'ai pas osé, voilà. Donc, voilà. Donc, on se structure, on crée un site internet qui va accueillir le dictionnaire des témoignages, mais aussi plein de choses différentes. Attendez, je ne trouve pas, je sais jamais, c'est celle-là qui est affichée. Donc ce site du CRID 14-18, dont André Loès d'ailleurs au départ a été, avec ses compétences informatiques exceptionnelles, une des premières chevilles ouvrières, va permettre d'exister, d'être dans l'espace public, de mettre à apporter aussi, le CRID avait toujours cette idée d'être ouvert sur le grand public. Avec le site internet, on va avoir une existence qui va vraiment se développer, les colloques, les publications, soit collectives, soit en duo, soit personnelles. Tout ceci va s'agglomérer et faire en sorte que, dans la première moitié des années 2010, il me semble que le jeu s'équilibre davantage. Mais, je le répète, on est parti de très très loin et la détermination initiale de Rémi, je crois que voilà, j'y rends encore hommage, c'était d'un courage intellectuel assez peu banal, je pense, et ça vaut vraiment le coup de le rappeler. Voilà. Moi, c'est bon, il est temps. Très peu. 5 minutes, c'est bien. Dans un quart d'heure. Donc, si je reviens sur les apports fondamentaux de Rémi dans la controverse, je retrouverai des choses qui ont déjà été dites sur lui et qui continueront certainement de l'être cet après-midi. Qu'est-ce qu'il avait en fait pour avoir cette détermination au début, en étant seul ou presque seul, tempérament, etc. Bon, voilà, mais c'est une manière datée de faire de l'histoire, de s'arrêter uniquement sur le tempérament des personnages, ça ne fait jamais tout. Derrière ça, il y avait un travail de longue haleine et de longue date, comme ça a déjà été dit. Et en fait, il n'était pas tout à fait tout seul en face des universitaires qui avaient formé le club, le clan de Péronne. Il savait qu'il avait derrière lui son expérience, son travail, des témoignages, etc. etc. Et donc, il savait qu'il avait des sources sur lesquelles s'appuyer et que ça donnait vraiment une légitimité au fait de dire non, on n'est pas obligé de souscrire à tout ce que vous dites de votre côté. Premier exemple humain, je dirais, encore plus que l'historien à suivre. Je crois qu'il y a aussi l'expérience de l'historien du monde ouvrier, mais simplement du citoyen issu du monde ouvrier, avec une vision d'en bas qui est inévitable et dont il ne pouvait pas se départir, avec les ouvriers de Mazamet, c'est le titre de sa thèse. Sa perception, moi je trouve que sa perception des combattants, elle est en intime cohérence avec celle des ouvriers. Et à partir de là, on pourrait dire
contrainte de consentement, c'est pas parce qu'un ouvrier est à l'heure, embauche à l'heure tous les matins, qu'il partage la même vision du monde que son patron. Et à partir de là, ce n'est pas parce que les soldats continuent à se battre qu'ils partagent le même patriotisme que Maurice Barrès ou les généraux. Les choses sont tellement plus compliquées que ça. Et ça, Rémi Casal, il l'a toujours su, et de façon intime, avant même d'être un historien, je pense qu'il le savait déjà. Et donc, il avait ça aussi avec lui pour cette détermination initiale qui, évidemment, s'est jamais diluée par la suite. Et là aussi, André, Alexandre, ça a été dit, la rigueur intellectuelle, l'attachement aux sources, l'implication, moi je dirais pas militante, je dirais vraiment agissante dans le CRIC, comme dans toutes les entreprises de publication, etc., qui ont pu être faites. Tout ça ramené à une chose, un point crucial, essentiel de méthode historique, au nom de quoi, à part un confort intellectuel ou des idées préconçues, écarter les témoignages populaires, écarter ceux qui ne cadrent pas avec la théorie qu'on a mis en place. Rémi, il n'a jamais dit à ses étudiants de surtout pas lire Maurice Genevoix ou je ne sais qui d'autre. Aucun problème avec ça. Lisez-en le plus possible, le plus différent possible. Et c'est comme ça que vous apprendrez, c'est comme ça que vous progresserez. Certainement pas d'aller en quelque sorte guider abusivement le choix des étudiants. Pour en avoir connu quelques-uns à peu près du même âge que moi, qui travaillaient avec des gens de Péronne, je pense que c'était quand même assez beaucoup moins ouvert de ce côté-là. Et que quelqu'un qui avait publié à la NRF, c'était quand même bien mieux vu qu'un simple paysan ou plongé ou petit institut. Et donc en fait, après tous les travaux qui ont été faits, donc comme Aude Valdevic les a rappelés, ont amené à élargir considérablement la palette de réponses à la question initiale, comment ont-ils tenu? Le patriotisme, oui, ils ont pu être patriotes, certains, à certains moments, dans certaines circonstances. Mais haïr l'ennemi, oui, parfois, un soldat, même pas du tout patriote, quoi que ce soit, si on vient de tuer un de ses meilleurs camarades, il peut exprimer l'envie de tuer des Allemands. Oui. Mais est-ce que c'est la haine de l'ennemi qui le fait tenir pendant toute son expérience de guerre? C'est parce qu'on raconte par ailleurs. Et puis la haine de l'ennemi, le patriotisme, peut être approprié par une partie des combattants, certains moments, mais elle peut tout aussi bien être considérée et rejetée comme bourrage de crâne. Fabrice Capola a quand même fait un doctorat sur le sujet. C'est difficile de nier l'existence du bourrage de crâne comme ressenti, comme concept, même, en fait, concept informel. La violence de guerre perpétrée par des gens consentants, patriotes, en esprit de croisade, forcément, ils sont violents, ils sont brutaux, ils sont brutalisés. Mais cette violence de guerre, évidemment, il ne s'agit pas de la nuit, on a tous en tête les bilans humains de la Grande Guerre, mais c'est une violence qui est très majoritairement perpétrée de façon lointaine, désincarnée. Une mitrailleuse et obus, très essentiellement, des balles de fusil. C'est une mort lointaine. Ça n'a rien à voir d'être un artilleur qui envoie des obus sur les lignes ennemies à plusieurs kilomètres et de tuer dans les yeux quelqu'un avec une arme blanche. C'est pas du tout la même pratique. Le résultat est similaire. Hein, si c'est bien fait, dans les deux cas, l'ennemi est mort. Mais bon, voilà, comme c'est l'objectif de la guerre, comme le disait dans la guerre suivante le général Patton, l'objectif du soldat n'est pas de mourir pour sa patrie, mais de faire en sorte que le plus grand nombre possible de types d'enfants meurent pour la leur. Voilà, c'est le général Patton qui disait ça. Donc évidemment, la guerre, il faut tuer l'ennemi. Mais et les travaux aussi sur l'imaginaire autour de la baïonnette de Cédric Marty
nous le montre, comme les travaux récents de Cédric Chavaroche aussi sur le combat rapproché, on parle d'une... Pour le coup, là, c'est la guerre marginale, en quelque sorte. Alexandre Lafont est à côté de moi. Si je lui donne le micro, il pourrait ajouter la camaraderie comme facteur de soutien moral dans la durée pour les soldats. À un moment donné, ma patrie, mes grands idéaux que j'ai même pu avoir à un moment donné, dans la boue, dans la peur, dans le deuil, etc., je vais tenir pour les copains d'à côté, en espérant qu'eux, ils tiennent bon et on va se serrer les coudes et puis on va voir si on passe la journée, on va voir si on passe la nuit, si on passe la semaine. Et voilà. Des fois, la temporalité, l'horizon, il est très peu. Voilà. Et enfin, la contrainte. Alors, la contrainte militaire forte, qui peut évidemment s'appliquer avec les tribunaux militaires, etc., mais aussi la contrainte militaire diffuse, à savoir qu'on n'a pas besoin d'assister à une exécution de fusillés, pour l'exemple, tous les 3 mois, pour savoir que c'est quelque chose qui existe. C'est comme une tâche d'arrière-plan, la contrainte militaire. Vous savez que si vous contrevenez à certaines choses, elle va se manifester automatiquement. Et donc, plus que de consentement, souvent on a une forme de résignation qui peut se faire jour. Moi, je me suis souvent dit que beaucoup de combattants faisaient du stoïcisme sans le savoir, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je peux, comme se questionnait Marc Aurèle à l'époque, est-ce que j'ai un levier, est-ce que j'ai un point d'appui, est-ce que je peux vraiment faire quelque chose face à cette situation? Oui, alors là, je suis proactif, etc., tout ce que vous voulez. Non, je dois apprendre à me résigner, à faire avec, à peut-être trouver des solutions détournées, etc. Ça ouvre sur les stratégies de survie aussi, dont on pourrait encore parler. Voilà. J'ai presque fini. Juste pour dire qu'aujourd'hui, la controverse, c'est ça, elle est installée dans l'historiographie. Donc, c'est intéressant d'avoir, comme je disais, assisté à la naissance, aux premiers affrontements, etc., et d'avoir vécu la controverse à chaud, et de recevoir, mais c'était déjà il y a quelques années, dans sa boîte aux lettres, le numéro de l'histoire sur les grandes controverses. C'est le numéro des 40 ans de l'histoire. Et il y a 2 pages sur la controverse à laquelle on a pris part. On prend le plus vieux, en fait, à ce moment-là. On peut se dire que c'est vieux. Article fait par Bruno Cabane, qui est plutôt du camp de Péronne, mais qui ne le précise pas. Il y a une erreur dedans, puisqu'il affecte Rémi à l'université de Montpellier, donc celle de Toulouse. Ça, c'est je balance un peu aujourd'hui, vous avez vu, hein, le stylo de donc, quand on en arrive à une espèce d'institutionnalisation de la querelle, 2 pages dans l'histoire, au milieu de toutes les autres... c'est un numéro très très intéressant, hein, d'ailleurs, je vous recommande. On voit que là, à ce moment-là, les choses se posent différemment. C'est 2018, on est à la fin du centenaire. Comme il a déjà été dit, dans les institutions et dans les pratiques aussi d'ailleurs, à toutes les échelles du centenaire, il y a eu une mixité, on va dire, qui s'est installée. Une grande camaraderie, pas forcément, mais une mixité, voilà. Et les approches se sont n'ont pas convergé, mais je pense que vraiment à partir de là, l'éventail s'est ouvert, et je ne pense pas du tout aujourd'hui qu'on soit dans un climat comme celui-là. Et c'est très intéressant du coup ce que j'ai fait et que je vais poursuivre d'ailleurs parce que ça m'a donné envie pour préparer cette journée. Je vais parler tout à l'heure d'épistémologues, de sociologues qui ont travaillé sur les querelles scientifiques en général, et j'avais pas vraiment pensé à ça avant de préparer ça pour aujourd'hui, mais lire voilà, les travaux de Latour par exemple sur ces sujets-là, en ayant soi-même été un petit peu partie prenante de la controverse, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très intéressant, ça me plaît beaucoup. Donc, on ne s'arrête jamais, on continue toujours
toujours d'évoluer. Voilà. Et je crois qu'au final, parfois, on a eu, à l'époque de la controverse, le côté, c'est la guerre des historiens, voilà. Alors, c'est des positions de pouvoir qui s'affrontent, etc. Ce qui serait ça, c'est la vision assez bourdieusienne de la chose, mais en caricaturant. Évidemment qu'il y a eu des querelles personnelles, évidemment qu'il y a eu des oppositions personnelles, mais comment les choses se passaient, comment voulez-vous que ça soit serein. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut en retirer, c'est qu'il y a quand même eu énormément d'apports en termes de connaissances historiographiques, d'avancées historiographiques aussi. Et du coup, je pense que ça a été ce qu'on pourrait appeler une controverse productive, puisqu'à partir du moment où chaque camp fournissait ses armes, il fallait produire, il fallait avoir de la production pour faire la contre, entre guillemets, à ceux en face. Et donc, il y en a certainement des deux côtés, d'ailleurs, produit beaucoup plus de choses en mode controverse que si elle n'avait pas été déclenchée de cette façon-là. Ce serait du coup très intéressant de demander à Stéphane Rousseau s'ils ont fait exprès de déclencher une controverse pour faire progresser la connaissance de la tortue, mais je ne suis pas sûr qu'ils me répondent, donc c'est une démarche que je n'ai pas effectuée. Et donc, cette controverse et surtout ses apports à terme, pour moi, ça reste, si on se recentre sur Rémi pour finir, une bataille qu'il a menée au nom de son éthique, au nom de ce qu'il est comme être humain, comme historien, au nom du travail de toute une vie aussi, et les beaux résultats qui en sont sortis, c'est un autre de ses accomplissements